Elle est aussi en mode présentiel. Je trouve que ça la décrit très bien pour les personnes d'entre nous qui la Virginie. connaissons. En mode le temps d'ubiquité. C'est ça. Parfait. Donc là, juste, Gina, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez bien l'écran, mon PowerPoint? Non, je ne Non? vois pas ton D'accord. PowerPoint. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Alors, ça va être ici. Parfait. Hop. Et voilà. Donc là, normalement, vous devriez voir mon écran. Oui, c'est parfait maintenant. Parfait. Donc, d'abord, je voulais vous remercier. Merci beaucoup, Gina, pour l'invitation. Donc, effectivement, je vais vous présenter des résultats préliminaires. Ce n'est pas terminé, mais c'est des résultats préliminaires d'un projet de recherche que je mène actuellement avec plusieurs co-chercheurs. Alors, je vais partager mes résultats avec vous et puis ça va me faire plaisir après de répondre à vos questions et d'avoir aussi vos commentaires par rapport à ce projet. Comme l'a dit Gina, je suis chercheur ici dans cet axe. Je suis également professeure associée au département de médecine sociale et préventive et mon affiliation principale, c'est l'Institut national de santé publique où je suis conseillère scientifique spécialisée depuis plus de 10 ans, mais depuis 2019, je suis conseillère scientifique spécialisée. Avant, j'étais conseillère scientifique. Donc, le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est un projet qui est financé par les Instituts de recherche en santé du Canada. Et je voudrais aussi remercier le réseau de recherche en santé des populations du Québec parce que c'est eux qui ont soutenu la rédaction du protocole. Finalement, ils m'ont donné un financement pour pouvoir rédiger le protocole, pour pouvoir soumettre. Il y a également des co-chercheurs au projet. Donc, il y a Alexandre Coutan de l'UQAM, Eve Dubé de l'Institut, Christopher Fletcher de l'Université Laval et André Tourigny aussi de l'Institut. Et je voudrais aussi remercier Ariane Benoît qui a coordonné tout ce projet d'envergure. Vous allez voir. Alors, je la remercie beaucoup. Également, je voudrais remercier, parce que c'est un projet assez ambitieux et pour lequel il y a eu plusieurs partenaires qui ont été mobilisés, dont l'association, donc déjà, il y a tous les participants, vous verrez, c'était des entrevues, l'Association des Inuits du Sud du Québec, le Centre d'amitié autochtone de la Naudière, le Centre d'amitié autochtone de Montréal, le Centre Louis-Joliette, le Centre multiethnique de Québec, le Centre social d'aide aux immigrants et la table de conférence des aînés, ainsi que le service d'aide à l'adaptation des immigrants et des immigrantes du Québec. Donc, tous ces partenaires nous ont aidés dans le cadre de projet. On a vraiment collaboré de façon très proche avec certains pour mener à bien ce projet. Et puis aussi, il y a eu plusieurs stagiaires qui ont travaillé avec nous sur ce projet-là. Alors, je voudrais les remercier. J'ai mis leur nom ici. Alors, au niveau du contexte, c'est un projet qui a pris naissance dans le contexte de la pandémie. L'OMS avait indiqué, ben, oui, on fait face à une pandémie, mais on fait aussi face à une infodémie, c'est-à-dire à une surcharge d'informations. Et certaines informations sont vraies, sont valides, sont tout à fait pertinentes, elles sont vérifiées, elles sont fiables, mais il y a certaines informations qui sont erronées ou fausses. Et on sait également que la façon dont les gens s'informent varie sont variées et très complexes en fait au sein de la population et varient aussi en fonction des conditions sociales. Donc, ce n'est pas tout le monde qui s'informe de la même façon. Alors, tout le monde ne reçoit pas les messages de santé publique de la même façon. Donc, le but du projet était de comprendre les pratiques informationnelles de groupes en situation de vulnérabilité. Alors, ça veut dire quoi de comprendre les pratiques informationnelles? Ben, on voulait aller regarder comment est-ce que, on voulait regarder donc les pratiques. Donc, comment est-ce que les sources sont utilisées? Combien de fois elles sont consultées? Comment est-ce que les recherches d'informations sont effectuées? On voulait aussi voir l'appropriation de l'information, c'est-à-dire comment est-ce que la crédibilité d'une information est déterminée. D'accord? Comment est-ce que les gens font pour se dire: «Oh, ça c'est bon, ça c'est pas bon?» Également, on voulait voir la réflexivité informationnelle, c'est-à-dire le positionnement que les personnes avaient à l'égard des informations. Et enfin, on voulait aussi regarder un petit peu les liens qu'il y avait entre les informations et les comportements de santé, voir est-ce qu'il y a vraiment un lien direct ou indirect entre ce que les personnes consultent comme information et ce qu'ils font en fait au niveau de leur comportement de santé. Tout ça en contexte de pandémie. Donc, on était très orienté vers la pandémie. Donc, quand on parle de comportement de santé, on regardait entre autres les pratiques préventives, le port du masque, la distanciation physique, etc. Pour les groupes en situation de vulnérabilité, on en avait ciblé 3.
les personnes aînées, donc les personnes âgées de 60 ans et plus, les membres des communautés autochtones vivant en milieu urbain et les membres des communautés culturelles. Donc, au niveau de la méthodologie, on a fait plusieurs entrevues. Donc, on a fait 36 entrevues avec des personnes qui étaient âgées de 60 ans et plus, pardon. On a également fait 24 entrevues avec des personnes qui étaient membres des communautés autochtones vivant en milieu urbain. Et on a fait 24 entrevues avec des membres des communautés culturelles. Et on a également fait des entrevues avec des intervenants d'organismes communautaires pour voir, eux, comment ça se passait aussi avec leurs usagers. Les lieux d'entrevue, donc on était soit en ligne, par téléphone ou en personne. Alors, je vous dirais que toutes les entrevues avec les personnes âgées de 60 ans et plus, elles ont été faites à l'été 2021 et elles ont toutes été faites en ligne, d'accord, pour respecter les consignes. Pour les membres des communautés culturelles, il y en a un petit peu en ligne, la plupart en ligne, quelques-unes en présence. Et pour les membres des communautés autochtones, la plupart étaient en présence, notamment dans les organismes communautaires. C'est là où on les a rejoints. Au niveau du traitement des données, on a fait une transcription intégrale de chacune des entrevues et on est dans la phase d'analyse. Donc, on a d'abord fait une codification et là, on est vraiment en ce moment-là. On commence vraiment à être dans l'analyse, là, dans la partie vraiment le fun. Au niveau des résultats, donc on avait 58 hommes, 43 femmes qui ont participé. On a aussi une répartition donc selon les âges. C'est sûr que les personnes aînées, étant donné que c'était un groupe cible, il y en a plusieurs, il y en a plus, enfin, il y a une bonne proportion, pardon. Et au niveau de la répartition au niveau du niveau de scolarité, on a une forte, on en a beaucoup qui ont un niveau secondaire et moins. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder quand même en fonction des groupes. Par exemple, on voit que les personnes aînées, sur tous nos participants, on en a quand même 12 qui avaient déjà un niveau universitaire. Ensuite, si on regarde pour les membres des communautés autochtones, bah, on a sur les 24, il y a 15 hommes, alors qu'il y a seulement 9 femmes. Et pour les membres des communautés culturelles, c'est l'inverse. Donc, on a plus de femmes que d'hommes. Et au niveau du niveau de scolarité aussi, pour les membres des communautés autochtones, on en a 22 qui ont un niveau secondaire. Et on a, par contre, pour les communautés culturelles, une grande représentation des niveaux universitaires. Ça peut être aussi lié au processus d'immigration. Il faut savoir que les membres des communautés culturelles, ils étaient au Québec depuis 1 an, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés en même temps que la pandémie. Soit ils sont arrivés quelques mois avant, ou soit ils sont arrivés pendant la pandémie. Alors là aussi, il y avait des enjeux. Et enfin, au niveau des membres des communautés culturelles, on avait 2 participants qui venaient de l'Afrique, une participante de l'Asie, et tous les autres participants venaient d'un pays de l'Amérique du Sud. Alors déjà, ce que les personnes nous disaient, ce que nos participants nous disaient, c'était le lien entre la surcharge d'informations et les effets sur la santé. Ce qui nous est ressorti, c'était tout ce qui était en lien avec la santé mentale. Que toute cette charge d'informations, ça crée de l'anxiété, ça crée de la confusion, beaucoup, des doutes et de la peur. Mais il y a aussi tout ce qui était santé relationnelle qui a émergé, c'est-à-dire la polarisation était dénoncée, c'est-à-dire ça devient très, très polarisé. Et cette polarisation, et beaucoup pour les personnes aînées, ça a entraîné des bris d'amitié, c'est-à-dire voilà, il y a des personnes qui ont arrêté de se parler ou alors ils vivaient des bris d'amitié. Par exemple, une dame disait: «Ben, moi, mes enfants ne se parlent plus. Il y en a un qui est pour les vaccins, l'autre est contre les vaccins et je suis plus capable de les recevoir en même temps chez moi, au point qu'ils appellent, en fait, ils appellent avant de passer pour s'assurer que l'autre n'est pas là». Donc, ça devient très tendu et pour elle, à gérer au quotidien, ça devient très, très lourd parce qu'il faut qu'elle gère de la chicane et vraiment, elle trouve ça très difficile. Hem, Certains, ça a entraîné de l'isolement parce que, voilà, ils ne partageaient pas les mêmes idées, donc ça a été comme, voilà, de la solitude et de la division aussi au sein des familles. Et finalement, il y avait une fatigue informationnelle qui s'est installée, une lassitude, un désintérêt. Par exemple, on a quelqu'un qui nous dit: «C'est répétitif, à cette heure, les informations sont en continu, fait que ça devient un show. Puis à un moment donné, c'est sûr qu'on est écœuré. C'est répétitif, répétitif, répétitif».
Et là, j'ai un petit souci, je ne vois plus la fin de mon verbatim, mais bref, l'idée, c'est vraiment, on n'en peut plus, quoi. Au niveau des supports informationnels, on voyait aussi une différence entre les groupes. C'est-à-dire que les personnes aînées utilisaient beaucoup la télévision. Un petit peu leur téléphone intelligent, beaucoup l'ordinateur et la tablette. Et je vous dirais, c'est surtout la tablette. Ils étaient tous équipés de tablettes. Et au niveau, par exemple, des informations, par exemple, les médias, ils vont aller regarder la Presse Plus ou ils vont aller regarder les médias sur leur tablette. La radio, très peu. Il faut savoir que la radio, en fait, on a réalisé que beaucoup disaient, bah, moi, en fait, j'écoute la radio dans ma voiture. Mais comme là, ils ne se déplaçaient plus, bah, ils écoutaient beaucoup moins la radio parce que la radio, ce n'est pas quelque chose qu'ils allument chez eux. C'est quelque chose qui s'écoute en déplacement, finalement. Euh, les membres des communautés culturelles étaient beaucoup avec le téléphone intelligent et également l'ordinateur et la tablette, moins avec la télévision. Ça peut s'expliquer par la langue, parce que parfois, bah, écouter des programmes dans une langue qu'on ne maîtrise pas tout à fait, voilà, certains vont faire l'effort d'écouter la télévision justement pour apprendre la langue, mais au quotidien, ça peut être très fatigant et très peu la radio, parce qu'encore une fois, il y a le problème de la langue. Et pour les membres des communautés autochtones vivant en milieu urbain, on était beaucoup sur la télévision et le téléphone intelligent, très peu la radio et peu l'ordinateur et la tablette parce que certains ne les possédaient tout simplement pas. Au niveau des sources d'information, alors les conférences de presse étaient très appréciées et très écoutées par les personnes aînées. Elles étaient attendues et c'était vraiment quelque chose, puis certains employaient même le terme religieux. Là, on écoutait religieusement la conférence de presse et même certains, c'était on écoutait la conférence de presse et on n'écoutait plus les questions des journalistes en fait. On coupait avant les questions des journalistes parce que ça apportait de la confusion, c'est-à-dire que les journalistes venaient poser des questions et ça entraînait de la confusion. Alors, eux, ils voulaient juste une information claire et précise et ils trouvaient que les conférences de presse étaient claires et précises et puis on n'avait pas besoin d'autre chose. Alors, vraiment, on se limitait à ça. Les médias traditionnels, alors quand on parle ici de médias traditionnels, c'est TVA Nouvelles, Radio-Canada, ou alors ça va être Le Devoir, La Presse Plus, les journaux papier, Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est ce que l'on donne. Voilà. La santé publique, un petit peu. Alors, la santé publique, il faut aussi, dans nos entrevues, ce qu'on a vu, c'est que parfois, quand on parle des CIS, santé publique, CIS, CIUS, Institut national de santé publique et gouvernement, pour certains, nous, on fait bien la distinction. Pour nous, l'Institut national de santé publique, c'est quelque chose, c'est à part. Mais pour certains, Institut national de santé publique et gouvernement, c'est la même chose. Alors, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est à prendre avec des pincettes aussi le côté santé publique. Les médias sociaux, très peu, pour s'informer, très peu, mais ils sont quand même sur les médias sociaux. Les sites gouvernementaux, un petit peu, mais c'est plus quand on va chercher une information, c'est-à-dire si on a besoin de quelque chose, on va aller voir par exemple sur québec.ca où on va aller, voilà. Les organismes communautaires, très peu pour les membres pour les personnes aînées et enfin les membres de l'entourage, ça peut être très variable. Pour les membres des communautés culturelles, ils vont regarder les médias traditionnels, mais ils vont aussi regarder les médias du pays d'origine. Donc, ils vont aller regarder. Ils vont regarder les sites gouvernementaux, incluant l'OMS. Et ça va parfois, on va le voir plus tard, une source de confusion parce que parfois, ce qui est dit par l'OMS, c'est différent au Québec ou au Canada. Alors là, ça peut prêter à confusion parce qu'on ne sait plus finalement. Et les organismes communautaires. Il faut savoir que nos participants ont été beaucoup recrutés par le biais des organismes communautaires, donc c'était déjà des usagers des organismes communautaires et les organismes communautaires dans l'installation, pour aider à l'installation, jouent un rôle vraiment important pour les membres des communautés culturelles. Et les membres des communautés autochtones utilisent beaucoup les médias sociaux et ils utilisent aussi beaucoup les organismes communautaires. Mais là encore, notre recrutement s'est fait beaucoup par le biais des organismes communautaires. On a un usage très variable des médias sociaux. Ça aussi, on voulait le comprendre parce que dire bah, je m'informe sur Facebook, bah, ça peut être très vague ou l'usage des médias sociaux est très variable d'une personne à l'autre. Ce que l'on pouvait voir, notamment, c'est pour rester en contact avec la famille et l'entourage, notamment les personnes aînées. Souvent, ils utilisaient Facebook pour être en contact avec leurs enfants. Comme ça, ils avaient des nouvelles de leurs petits-enfants, parce que les enfants, voilà. Donc, c'était vraiment c'était pour ça Facebook.
Certains utilisés pour suivre des organismes, donc de santé, des organisations. Ça peut être l'usage. D'autres pour suivre des médias comme Radio-Canada, la presse. Certains suivaient aussi des groupes Spotted de leur région. Et surtout, Marketplace. Pour certains, Facebook égale Marketplace. Donc voilà, c'est vraiment, et pour eux, Marketplace, c'est comme, voilà, donc oui, ils ont Facebook, mais ça va vraiment être juste l'utilité principale, c'est Marketplace. TikTok, c'était surtout utilisé par les membres des communautés autochtones. Ils utilisaient pour le partage d'expériences, donc pour aller chercher l'expérience des autres, mais aussi pour parfois partager leur expérience. Et ils appréciaient l'information non censurée. Donc, le fait que sur TikTok, il y avait des médecins ou des infirmières ils avaient l'impression qu'ils n'étaient pas soumis à la censure, donc ils pouvaient s'exprimer librement, donc ils avaient l'impression d'une certaine liberté et d'avoir accès à un autre type d'information. Donc, c'est pour ça qu'ils appréciaient TikTok. Pour les personnes aînées, la plupart, c'était Facebook, c'était le seul média social. Il y a juste une personne qui avait Instagram. Alors, au niveau des facteurs qui influençaient les pratiques informationnelles, il y avait la langue et la confiance. Donc, au niveau de la langue, pour les membres des communautés culturelles, donc, certains avaient dit, au moment de notre arrivée, on aurait aimé recevoir de l'information dans notre langue maternelle, même s'ils sont conscients qu'ils arrivaient au Québec. Mais parfois, les directives, ça changeait beaucoup. Ce n'était pas toujours clair. Donc, ils auraient aimé recevoir un petit peu ou que quelqu'un leur parle dans leur langue maternelle, juste pour être sûr. Parce que c'est pas qu'ils ne voulaient pas respecter les pratiques préventives. C'est vraiment pas ça. C'était juste, parfois, ils ne les comprenaient pas ou ce n'était pas tout à fait clair. Alors, ça, c'était des choses qu'ils auraient aimé. Et, c'était beaucoup des nouvelles du pays d'origine, ce qui venait parfois porter à confusion parce qu'on prend en Amérique du Sud, les directives, les normes, les pratiques étaient très différentes. Donc là, parfois, ça prêtait un petit peu à confusion. Et bien que la majorité disait on était confortable avec les informations en français, quand il y avait de l'incertitude, quand on n'était pas sûr, là, c'est ça. Là, on pouvait avoir un petit peu de confusion ou quand on avait l'impression qu'il y avait des contradictions entre, par exemple, l'information envoyée par l'organisme communautaire ou encore, et que ce n'était pas exactement pareil de ce qu'on a entendu ou de ce qu'on a vu à la conférence de presse ou de ce qui se passe dans les médias ou de ce qui est écrit dans le papier. Donc, parfois, c'était ça, il y avait un manque de clarté à ce niveau-là. Pour les membres des communautés autochtones, donc la plupart des participants étaient bilingues, voire trilingues, mais on voyait que l'usage du français et de l'anglais était quand même très, très variable selon les communautés. Et ça, c'est un membre d'une communauté autochtone qui dit, well, I guess it will be easier to understand in Cree because there is a lot of elders, and not just elders, my age, a lot of people don't speak English, they only speak Cree. Alors, c'est sûr que au niveau des intervenants des milieux communautaires, ce qu'ils ont apprécié, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de traductions qui ont été faites dans la langue. Donc, il y a les CIS et les CIUS, notamment, par exemple, je pense au CIUS de la capitale nationale. Ils ont fait beaucoup de traductions de directives ou de choses comme ça. Le truc, c'est que les directives changeaient beaucoup. Alors, de courir, parce que de courir pour faire des traductions, à chaque fois, ça pouvait être quand même assez lourd. Je crois que le CIUS de la capitale nationale a fait quand même des traductions en 35 langues différentes. Mais il faut trouver les traducteurs, il faut faire les vérifications, etc. Et boum, le lendemain, la directive, elle change. Donc là, il faut changer la traduction. L'utilité du format audio, c'est-à-dire que parfois ça a été traduit, mais à l'écrit, sauf que parfois les personnes ne savent pas lire. Alors, de traduire à l'écrit, ça ne fonctionne pas nécessairement. C'est vraiment l'audio qui fonctionne. Et par exemple, le centre multiethnique ont beaucoup travaillé sur la traduction de documents pour les milieux d'hébergement ou pour des propriétaires. En fait, c'est des propriétaires qui appelaient le centre multiethnique pour dire, là, on fait quoi? Parce que dans mon bloc appartement, les mesures ne sont pas respectées, mais c'était juste que parfois, c'était juste pas compris. Donc là, le centre multiethnique ils ont fait des pictogrammes, ils ont mis avec des langues, tout ça, et puis ils sont allés directement donc pour faire respecter les. Et puis, les traductions pouvaient aussi poser des problèmes. On l'a vu, par exemple, le sens du mot famille.
ben, ça peut être très variable, quoi. La famille, en Occident, en Amérique du Nord, c'est le papa, la maman, les enfants. Ça, c'est la famille. Mais dans d'autres cultures, la famille, c'est très large. Donc, c'est oui, les parents, les enfants, mais aussi les frères, les sœurs, la grand-mère et tout ça. Donc, de rester en famille, ben, ça ne fait pas de sens parce que rester en famille, c'est beaucoup plus élargi. Il y a eu aussi au niveau du terme safety, safe mesure, où ça avait été traduit comme ça, mais dans le nord du Québec, en fait, dans certaines communautés autochtones, safe, c'est associé au sexe, c'est-à-dire safety sex, safe sex. Donc là, c'était comme, il y avait vraiment une confusion. Il a fallu tout reprendre, en fait, pour dire, non, non, c'est pas, on vous parle pas de sexe, là, on vous parle de rester en sécurité, mais c'était pas... Alors, ça peut être très, très minime, mais ça peut avoir un impact en fait sur la compréhension et ben, c'était vraiment important en temps de pandémie que tout le monde comprenne bien les mesures parce qu'on veut justement arrêter la propagation du virus. La confiance, c'était vraiment l'autre élément. Et là, donc ça, c'est en process. On a établi des codes de couleurs, en fait, par niveau de confiance. Donc, le M, par exemple, c'est le niveau de confiance par les médias, le gouvernement, santé publique, médias sociaux, entourage. Puis ici, le OC, c'est pour les organismes communautaires. Les personnes en blanc, c'est donc les personnes aînées. Les personnes en brun, c'est les membres des communautés autochtones. Et en bleu, ce sont les membres des communautés culturelles. Et en fait, ce que ça donne ça. Alors, l'idée, c'est pas de repartir une mode de marinière, mais c'est juste pour illustrer comment le lien de confiance peut être très, très variable d'une personne à l'autre et que donc un message ne peut pas résonner de la même façon pour tout le monde. C'est vraiment une diapositive qui vise à juste faire de l'illustration. Par contre, si on les reclasse un petit peu, puis qu'on dit, bah, tiens, si on regarde les confiants par rapport au gouvernement, aux médias, et puis tout ce qui est santé publique, et puis si on regarde, donc on a les confiants, les plutôt confiants tout en ayant des réserves, et les plus sceptiques, on voit qu'il y a quand même une gradation. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on rejoint un peu les plus sceptiques finalement. Alors, même si certains comme on voit la petite dame en rouge ici, elle n'est pas du tout, elle est très méfiante à l'égard de tout. Puis il y en avait certains, ils étaient vraiment méfiants à l'égard de tout, même à l'égard des organismes. Quand même, on sait que les plus sceptiques, une façon de les rejoindre, c'est les organismes communautaires. D'accord? Il y a un lien de confiance quand même qui est établi avec les organismes communautaires. Donc, pourquoi est-ce qu'il y avait des problèmes de confiance ou c'est quoi qui alimente la confiance? Puis, c'est pas quelque chose de nouveau, mais il y avait deux choses en fait. Il y avait le volume d'information, donc la surcharge d'information, et à la fin, en fait, ça se contredit. Alors, ils ne savent plus ce qu'ils disent, quoi. C'est un coup, ils nous disent vert, le lendemain, c'est bleu, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, finalement, ils n'ont pas l'air sûrs d'eux. Donc, il y avait vraiment cette idée. On a perdu le son. Marilyn, on a perdu le son. Est-ce que je suis la seule qui a perdu le son ou il y a d'autres personnes qui ont perdu le son? Non, moi aussi, je l'avais perdu. Moi aussi, je l'entends plus. Alors, Marilyn, attends un petit peu, ton micro a été désactivé. Je vais... Là, vous m'entendez? Oui, c'est revenu, Oui. c'est bon. Ouais. Oh, OK. Ah, j'ai peut-être cliqué avec ma pointeuse, pardon. Et vous m'avez perdu depuis quand? 30 secondes. OK. Je reprends ici, volume d'information. Je vous prie de m'excuser. Donc, voilà, donc ce qu'on disait, c'était que ce qui alimentait la méfiance, c'était vraiment donc tout ce qui était le volume d'information qui pouvait, donc cette surcharge d'information qui entraînait donc cette fatigue, les contradictions, le fait que parfois c'est ça, on est juste
il y a un décalage entre les informations. C'est également, c'est beau Ginette, j'ai réallumé. Merci beaucoup Ginette et son don de duplicité est arrivé à la rescousse. Merci Ginette. Euh, Donc voilà, ça on l'a aussi vu dans d'autres études, le décalage en fait. Et donc parfois d'avoir des informations qui ne sont pas uniformes, ben, ça fait qu'à un moment donné, les gens se lassent. Euh, Ensuite, il y a tout le contexte historique. Alors, au niveau des personnes aînées, bon, il y en a qui disaient, ouais, mais attention, là, il y a des choses qui se passent au fédéral. Alors là, c'était beaucoup plus politisé, en fait. Là, on avait des personnes qui étaient plus politisées et qui se questionnaient aussi beaucoup sur les ambitions politiques. Ils disaient, ouais, est-ce que c'est plus est-ce qu'ils veulent vraiment gérer la pandémie? Est-ce qu'ils sont dans le capital politique? C'est quoi l'affaire? Donc, il y avait ça qui leur mettait des réserves. Les communautés culturelles, alors, c'était très intéressant parce qu'il y avait le rapport aux instances gouvernementales dans le pays d'origine. Alors, certains venaient de pays où vraiment il y avait beaucoup de corruption dans leur pays d'origine. Donc, ils arrivaient ici, il y avait une totale confiance envers le gouvernement du Québec, surtout que parfois, ils ont eu des formations, ils ont eu de l'aide à s'installer et tout ça offert par le gouvernement du Québec. Donc, pour eux, il n'y a vraiment aucune raison de se méfier parce qu'ils disent non, non, mais nous, on sait c'est quoi. Là, donc, c'est comme ici, c'est comme un peu le paradis, quoi. Par contre, il y en a qui disaient qui avaient tellement une grande méfiance, et en fait, ils ont développé une grande méfiance envers tous les gouvernements, c'est-à-dire, de facto sont méfiants. C'est gouvernemental, donc je suis méfiant. Alors, c'était vraiment intéressant de voir un peu cette variation. Voilà. Et pour les membres des communautés autochtones, la plupart, je vous dirais, probablement, peut-être sur les 24, probablement 22 qui disaient que le gouvernement n'avait pas d'intention positive à l'égard des peuples autochtones. Et donc, tout ce qui venait du gouvernement, de toute façon, était considéré comme non fiable. Donc, c'était, voilà, parce que ça venait du gouvernement, c'était pas considéré. Voilà. Par exemple, là, on demandait justement, on regardait un petit peu les pratiques informationnelles et il y a un membre d'une communauté autochtone qui nous dit, quand on lui demande est-ce que vous visitez les sites Internet du gouvernement, il dit ah ben moi j'essaie de rester, I try to stay away from those guys because I feel like they are like pushing a narrative that doesn't really fit with what's happening right now. Like the entire COVID pandemic, I feel like it's all of kind of like propaganda. Et puis, là, il y a une autre personne aînée qui nous dit, je prends pour acquis ce qu'ils nous disent, c'est vrai, mais j'ai des petits doutes quand même. Je lui fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Donc, il y a toujours un petit peu une réserve de oui, on va voir où ça nous mène. Mais il y a aussi un peu si je ne leur fais pas confiance, de toute façon, je suis mal pris. Donc, on va suivre le bateau, mais quand même, on ne sait pas trop où est-ce qu'il nous emmène. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre les plus sceptiques? Il y avait l'importance du milieu communautaire. Parce que le milieu communautaire, puis là encore, je rappelle que nous, nos participants ont été recrutés par le milieu communautaire. Alors, ce n'est pas tous les membres des communautés autochtones ou tous les membres des communautés culturelles, mais les membres dans les milieux communautaires, il y a un lien de confiance qui est établi avec les usagers et le milieu communautaire a une expertise du milieu. D'accord? Parfois, en santé publique, c'est un petit peu le défi. On a l'expertise épidémiologique, on a l'expertise clinique parfois, mais le milieu communautaire, les usagers, c'est vraiment les milieux communautaires. Ils connaissent bien leurs usagers, ils savent bien comment ils fonctionnent, ils savent comment les approcher. Ils ont donc une bonne connaissance du milieu et ils ont aimé l'appréciation des partenariats mis en place par les CIS et les CIUS pendant la pandémie. En fait, ce qu'il dit, c'est que pendant la pandémie, il y a une relation partenariale qui s'est mise en place et ils étaient plus considérés comme des sous-traitants. Et ça, c'est vraiment important parce que il y a eu comme des cellules de crise qui ont été mises en place et finalement, les milieux communautaires se sont retrouvés assis à la table au même titre que les organismes, que les CIUS, par exemple. Et c'est des organismes communautaires calés sur le terrain. À Montréal, il y a eu beaucoup de choses de fait. Là, il y a eu des bus, des camions crieurs. C'était des organismes qui ont pris le lead là-dessus. Il y en a qui ont mis des pancartes, qui se sont fait des bonhommes sandwich là, avec des trucs, des infos de vaccination avec, pour aller marcher. C'est vraiment les organismes qui ont pris le lead là-dessus.
parce que les CIUS, le CIUS avait pris beaucoup de leurs ressources aussi pour aller faire du traçage ou pour aller. Donc, les organismes ont vraiment été sollicités. Et les organismes sont capables d'adapter les messages à leurs usagers. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que nous, on n'est pas seulement des relayeurs de messages. On est capable aussi de reprendre les messages et de les adapter à notre public, en fait. Donc ça, c'est un peu le défi parce que le problème, c'est qu'on dit, il faut éviter la contradiction dans les messages, mais plus on fait des messages, plus on risque de faire des messages qui vont se contredire ou qui ne vont pas dire exactement la même chose. Donc, on cherche à uniformiser les messages pour limiter les risques, versus on essaie d'adapter nos messages. Alors, il y a comme un double discours parce qu'on parle de surcharge d'informations, mais à partir du moment où on crée un nouveau message, on participe à cette surcharge d'informations. Alors, c'est un petit peu compliqué. Et une des stratégies serait de co-construire les activités de communication. Et avant d'aller sur les limites, juste vous dire que dans notre projet, on en est rendu là. C'est-à-dire que ce qui était prévu dans notre projet, ce n'était pas juste de se limiter à aller regarder les pratiques informationnelles, il y avait vraiment une idée de mobiliser les connaissances et de dire on fait quoi avec ça. Donc on a fait des ateliers de co-construction pour dire bon, on fait quoi maintenant avec ça. Alors, donc dans nos ateliers de co-construction, on a des personnes des CIS et des CIUS, mais aussi on a des personnes des milieux communautaires, l'Association des Inuits du Québec, le service d'aide à l'immigration, le service d'aide à l'immigration au Québec, le SAAI, le service d'aide à l'adaptation, pardon. Et en fait, l'idée, c'est, là, on est en train de développer en fait un outil. Alors, on est en train de co-construire un outil pour aider à la co-construction des messages en santé publique pour favoriser en fait le dialogue entre les CIS et les CIUS et les organismes communautaires. Parce que souvent, et puis c'était aussi ressorti dans d'autres études, c'est que la plupart, bien souvent, en fait, les CIS et CIUS vont approcher l'organisme communautaire parce que l'organisme communautaire, c'est comme le canal finalement pour rejoindre certaines personnes, mais ils vont lui dire, voilà, il faut dire ça, il faut que tu le dises comme ci, comme ça, c'est très rigide. Et parfois, dans les organismes communautaires, déjà, un, ils n'ont pas toujours le temps, et deux, ils disent, ouais, mais si je leur dis ça comme ça ne va pas passer, je vais braquer mes usagers. Et les organismes communautaires vont le dire, nous, ce qu'on veut, c'est soigner notre lien de confiance. Il ne faut pas qu'on perde notre lien de confiance. Alors, par exemple, il y a eu des frictions parce que certains organismes ont dit, nous, si la personne refuse de se faire vacciner, on va quand même la servir. Parce que si j'arrête de la servir, il n'y aura plus de lien de confiance et elle va être complètement désaffiliée. C'est déjà des personnes qui ne vont pas dans les hôpitaux, qui refusent, en fait, Alors, si en plus, on perd le lien avec l'organisme communautaire, ça ne va pas fonctionner. Donc, il vaut mieux y aller par le dialogue et peut-être qu'à terme, il va y arriver à se faire, il va peut-être se faire vacciner. Mais si je le refuse, il est complètement désaffilié. Et parfois, ça crée vraiment des tensions. On disait, non, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas accepter. Donc, c'est très tendu. Maintenant, il faut se remettre, on est quand même en contexte de pandémie. Tout le monde est un petit peu à cran, mais les organismes communautaires ont vraiment cette connaissance de leur milieu. Et puis, parfois, en fait, ce qu'ils demandent beaucoup, c'est faites-nous confiance. On est capable de les rejoindre. Et puis, ça ne va peut-être pas se faire dans la minute, mais on va parler, puis tranquillement, on peut amener les personnes à faire les choses. Donc, les limites de l'étude, il y en avait plusieurs. C'est surtout au niveau des recrutements. En fait, les personnes aînées, on les avait recrutées donc, par courriel, donc par une liste de diffusion. Ce qui fait que les personnes qui ont été recrutées, ce sont des personnes qui étaient déjà à l'aise avec internet, d'accord? Donc, peut-être qu'on aurait eu un discours différent avec des personnes moins à l'aise avec internet. Au niveau des membres des communautés autochtones, on avait beaucoup de personnes qui étaient en situation d'itinérance. Alors, il y a quand même d'autres personnes, il y a comme les employés ou des personnes qui travaillent ou encore des personnes qui sont étudiants. Les membres des communautés culturelles, c'est pas représentatif de la diversité des populations et puis c'était quand même des personnes qui étaient installées depuis 1 an au Québec. Donc c'était quand même intéressant de voir aussi quand on arrive,
versus quelqu'un qui est installé là depuis 20 ans. Bon, bah, c'est pas la même condition. Après 20 ans, généralement, on connaît bien le réseau, on est bien installé. Donc, alors, la conclusion, ce qu'on peut retenir, bah, c'est qu'au niveau des messages de santé publique, c'est le fameux one size does not fit all. Et puis, même si dans nos guides de communication santé publique, c'est vraiment mentionné, c'est vraiment expliqué, c'est vraiment dit. Malgré tout, on est encore dans des messages et que quand quelqu'un ne respecte pas, par exemple, ou n'adhère pas à des pratiques préventives, souvent, ce qu'on va dire, c'est il n'a pas compris. Alors, on va répéter le message. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça va au-delà de la compréhension. Et donc, il y a l'importance de la langue, le rôle clé de la confiance, parce qu'effectivement, quand on hésite ou on refuse des pratiques préventives, ce n'est pas un problème de compréhension nécessairement. Ça peut aussi être la marque d'un manque de confiance. Et donc, bah, c'est sûr qu'il y a tout un travail à faire pour bâtir les liens de confiance ou les maintenir aussi. Là, la confiance, c'est très fragile, hein, et parfois, ça peut, juste un événement peut faire basculer au niveau de la confiance. Et on peut retenir également donc, le rôle majeur du milieu communautaire. Alors voilà, donc si vous avez des questions, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Marilyn, pour cette présentation fort intéressante et qui nous permet de revenir, de reparler de la pandémie, mais sous un angle totalement différent, très nouveau par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Alors, la période de questions est ouverte. J'invite les personnes en mode virtuel à lever leurs mains et je donnerai le tour de parole. J'ai une question dans la salle. Herman? Oui, merci beaucoup, Marie, pour la présentation que j'ai trouvée très intéressante. Je vais essayer de parler fort pour que tu n'aies pas à le répéter pour nos collègues qui sont en ligne. C'est vrai qu'en écoutant, et puis finalement, j'étais ravi que ta première phrase de conclusion, c'est de dire finalement que, en fait, il ne faut pas juste avoir un message unique pour tout le monde, parce que je pense que ça, et ça serait quand même, j'ai l'impression quand même que de plus en plus en santé publique, et puis éventuellement dans d'autres domaines, on comprend mieux en mieux qu'il faut adapter le message, il faut adapter les stratégies de prévention, il faut adapter les stratégies de diagnostic, il faut adapter les stratégies de traitement aux caractéristiques des patients, parce qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas d'avoir juste un message. Et puis, ça me rappelle un concept qui avait été utilisé par, je ne sais plus exactement qui, mais il parle d'universalisme proportionné. C'est-à-dire qu'on va avoir des messages de santé publique, mais qui est, comment on va dire, calibré en fonction des besoins des gens, en fonction des capacités des gens. Donc, pour ça, je suis vraiment ravi d'avoir écouté ta présentation. Maintenant, la question. Je me demandais finalement comment vous êtes arrivé à... J'ai compris que les organismes communautaires permettaient le recrutement. Est-ce que ça a été simplement juste ça ou ils ont participé aussi à la stratégie de recherche? Est-ce que c'était des partenaires entiers de votre recherche ou c'était juste... Non, c'était alors le Centre d'amitié autochtone de l'Anaudière, donc lui était collaborateur sur le projet, donc il nous a aidés quand on a fait la soumission. Il y a aussi quelqu'un du CIUS qui avait participé à une intervention sur la mise en place de canaux de communication, qui lui nous a mis en lien avec le Centre multiethnique et le SAI. Donc voilà, donc là, après le SAI, le Centre multiethnique, on a travaillé avec. Après, il faut savoir que, par exemple, le centre multiethnique, à un moment donné, elle m'a dit, tu sais, Marilyn, c'est le 6e projet de recherche cette semaine. Et la semaine, pas du mois, là, 6e, parce qu'ils sont sursollicités, tout comme l'Association des Inuits du Québec. Puis elle nous a fait rire, Tina, parce qu'elle participe à nos ateliers. Puis elle dit, en fait, on a un site Internet, puis il y a le contactez-nous sur le site. Puis elle dit, ça, c'est fait pour les chercheurs, puis les universitaires qui cherchent, voilà. Et puis sinon, eux, les usagers, c'est tout par Messenger puis WhatsApp. Là. Donc, voilà, donc il y a vraiment 2 canaux de communication. Le canal très régulier qui va pour les chercheurs, les CIS et les CIUS, mais ils sont sursollicités. Mais vraiment sursollicités. Alors, c'est pour ça, ils nous ont aidés, mais après, quand on leur envoie les invitations, mais quand ils sont là, c'est super, mais on comprend aussi que parfois, parce qu'ils nous le disent, notre priorité, nous, c'est vraiment nos usagers. Mais
nos recherches, ils les trouvent super intéressantes, là. Mais c'est ça, c'est compliqué pour eux, là. Il faudrait quasiment qu'il y ait une personne dédiée à la recherche à l'intérieur de l'organisme. Et puis, si je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, Non, puis, Gina, je ne sais pas s'il y en avait moi, j'aurais une question, en fait. Mais continue, Herman, je poserai ma question après. OK, mais c'est juste pour savoir un petit peu, est-ce que les questionnaires étaient multilingues, ou c'était simplement français-anglais, le questionnaire, les guides d'entretien, tout ça, là. Est-ce que vous avez essayé de diversifier justement ce guide d'entretien pour pouvoir inclure d'autres personnes? Parce que j'imagine que dans le lot, il y a des gens qui ne parlaient pas très bien français ou anglais. Alors, on a fait des guides donc en français. Les personnes aînées, tout a été fait en français. Membres des communautés autochtones, français, anglais. Okay. Et puis, les communautés culturelles, j'avais la chance, j'avais Ariane qui est multilingue, qui parle espagnol. J'avais Alexandre aussi qui a fait des entrevues, il les a faites en espagnol. Et puis, il y a eu une entrevue, je ne me souviens plus, je crois que c'était en portugais. Il y a un interprète qui est venu pour nous aider, en fait. Okay. Très bien, beau projet, merci. J'ai une question peut-être en 2 volets, Marilyn. Les conférences de presse, les rendez-vous du midi ou de fin d'après-midi de notre gouvernement en conférence de presse, pendant une longue période, elles étaient diffusées à la télé, mais aussi sur Facebook. Je me demande si ça a été classifié, la conférence du gouvernement, disons, dans le mode télévision ou dans le mode Facebook. Comment le même événement pouvait être visualisé de 2 façons différentes? En fait, on leur demandait, c'est-à-dire que il y avait comme 2 questions, c'est-à-dire c'est quoi sur quoi vous vous informez. Alors, s'ils nous disaient, ah, bah, moi, j'utilise, j'ai mon téléphone cellulaire, j'ai ceci, j'ai cela, mais après, on ne leur demandait pas où ils regardaient. C'est-à-dire, on savait qu'ils utilisaient, par exemple, la Presse Plus. Bon, ils disaient, moi, je le regarde sur la tablette. Puis s'ils nous disaient, je regarde la TVA Nouvelle, mais je le regarde sur ma télé. Donc là, on était sur la télé. Je dirais que les conférences de presse, les personnes aînées, c'était vraiment la télé. C'était vraiment la télé. Et peu nous ont dit, puis à ma connaissance, il faudrait que je revérifie dans les analyses, mais peu nous ont dit qu'ils les visionnaient sur Facebook. Sachant que les personnes aînées regardaient beaucoup sur la télé et les membres des communautés autochtones ne regardaient pas du tout. N'étaient pas intéressés à regarder les conférences de presse. Et les membres des communautés culturelles, la plupart travaillaient, puis pour eux, c'était pas facile non plus de regarder. Donc, il faudrait que je vérifie pour eux, par exemple. Où est-ce qu'ils regardaient les conférences de presse, s'ils les regardaient. Une deuxième question, étant donné l'importance de la conférence de presse quotidienne de notre gouvernement pour les personnes âgées, c'est une mesure extraordinaire. On n'avait jamais vu ça avant, puis peut-être qu'on ne verra jamais ça après, mais il y a toutes sortes de contextes de surveillance de la santé publique où il faut communiquer de l'information importante à ces populations vulnérables pour des contextes ou des sujets pour lesquels il n'y aura jamais de conférence de notre gouvernement de façon quotidienne. Vers où tu penses que les personnes âgées se dirigeraient en l'absence de conférences quotidiennes du gouvernement? Si c'est des informations de santé, bien souvent, ça va être vraiment par leur centre de santé. Soit ils vont essayer d'aller regarder peut-être sur québec.ca, mais là, ils vont être démunis. Et ça, c'est un point qui est ressorti parce que les résultats ici, juste pour le volet des personnes aînées, je l'ai présenté à la conférence de table des aînés à l'été dernier. Et c'est ce qu'il disait. Il disait, en fait, nous, on a des informations très importantes à transmettre, les personnes, mais ils ne savent pas, par exemple, des ressources. Ils ne sont pas au courant des ressources, ils ne sont pas au courant des choses. Et là, il y a vraiment c'est le canal, en fait. Donc, il y a des organismes qui peuvent, comme la conférence d'étape des aînés, qui a tout un réseau, peut aller transmettre de l'information. Mais effectivement, là, il y a quelque chose
manque parce que le site, par exemple, québec.ca, est pas facile du tout pour les personnes aînées. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui manque. Alors, ils sont beaucoup sur notre médecin. Leur professionnel de la santé et le pharmacien aussi jouent un rôle important. Mais quand il y a de l'information comme ça, c'est pas super évident, quoi. Ils en manquent de l'information. Oui, clairement. Comment? Gina, est-ce que tu avais terminé ou? Oui, j'ai terminé. Vas-y, Ok. clairement. Excuse-moi, je dois me rapprocher, je parle fort là, pour me faire voix. Merci beaucoup, Marilyn, c'est super intéressant. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant là, de parler de co-construction des communications. Puis là, vous avez dit qu'il y avait c'est un grand défi. Là, si on se replace dans le début de la pandémie où c'était une urgence, il n'y avait pas de vaccination, etc. Là, le défi de la co-construction de la communication il se présente de façon encore plus aiguë. Alors, en prévision de la prochaine pandémie, où il y aura des urgences, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour préparer cette co-construction? Parce qu'il pourrait y avoir une infrastructure là, qui favorise la co-construction des communications qu'on pourrait mettre sur pied en prévision des prochaines situations d'urgence. Ça tombe bien, c'est justement mon prochain projet. Parce qu'en fait, là, justement, dans les ateliers qu'on est en train de mener, en fait, on est en train de voir comment faire pour faire de la co-construction, puis ça va probablement prendre la forme d'un outil ou d'un guide pour favoriser la co-construction. C'est-à-dire que tout le monde est à peu près d'accord avec le principe, bah oui, ce serait bien de co-construire. Mais personne ne sait vraiment comment faire. C'est pas évident. Puis, juste pour être honnête, là, moi, j'en fais de la co-construction. Puis là, j'apprends à en faire, en fait. Donc, il y a une personne de l'extérieur qui anime les ateliers, mais moi, j'en ai jamais fait. Et je trouve pas ça si simple. Et je trouve ça même malaisant parce qu'on fait des rencontres pour produire quelque chose, mais on ne sait pas trop ce qu'on veut produire. Alors là, il faut être capable de dire, de lâcher le morceau. Donc, ce n'est pas évident. Et donc, c'est justement de faire un guide pour favoriser. Et donc, pour une prochaine pandémie, juste de dire, bah, attendez, la co-construction, parce que ça peut. C'est pas nécessairement long. Je veux dire, si on sait exactement, puis si on est capable de travailler vite sur un même document, par exemple, sur un même outil, de dire, OK, qu'est-ce que l'on veut dire? C'est quoi qui est important pour l'organisme? C'est quoi qui est important et que chacun. Donc, c'est de travailler des outils. Maintenant, de créer de la co-construction en pleine pandémie, ce ne serait pas une bonne idée parce que là, c'est carrément une mentalité à changer. C'est des façons de faire à modifier de cette vision très top-down. Donc, ça va pas être, ça va pas être évident, mais il faut donner les outils finalement parce qu'on réalise que les gens, ils savent pas faire. Ils sont d'accord avec le principe, mais quand on arrive le temps de faire concrètement, bah, on ne sait pas trop comment s'y prendre. La co-construction, c'est long, on ne sait pas où ça nous mène, etc., etc. Donc, pour une prochaine pandémie, je pense qu'il faut se préparer. En fait, il faut déjà s'habituer à faire la co-construction. Puis une fois qu'on est habitué, on va être capable d'aller de faire ça rapidement. Ça pourrait aussi être utile pour d'autres enjeux de santé publique qui sont pas nécessairement aussi aigus qu'une pandémie. Il y a plein de messages qu'on pourrait améliorer en utilisant ces outils-là. Oui. Merci. Êtes-vous, merci pour la présentation. C'est très, très bon, très clair. Est-ce que vous êtes au courant s'il y a des pays qui ont été un petit peu mieux au niveau de leur co-construction de messages de santé publique? Alors, j'ai beaucoup Tout le monde, on a été dans le même bain. Là. C'était juste un message. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu la question. En fait, l'idée, c'était de savoir si dans d'autres pays, ils avaient été meilleurs sur la co-construction. Et puis, clairement, on avait dit qu'en Chine, c'était juste un message. Très bien. Alors, je n'ai pas vraiment regardé au niveau de la co-construction. J'ai beaucoup regardé ce qui s'était fait en co-construction au Québec, dans les outils de co-construction finalement, parce que ce n'est pas nouveau la co-construction. Là, on n'invente rien. C'est pas en contexte de pandémie, les outils qui existent, mais je n'ai pas regardé à l'extérieur. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait aller regarder, dire qu'est-ce qui s'est fait? Est-ce que certains ont été capables de co-construire? C'est sûr qu'il y a toujours ce contexte d'urgence où c'est pas évident, mais en même temps, je prends les messages,
s'ils ne rejoignent pas, on n'est pas plus avancé. Parce que si les personnes ne mettent pas leur masque, par exemple, ben, je veux dire, oui, OK, on a été vite, on a fait un message, mais les gens ne mettent pas leur masque parce qu'ils n'ont pas compris. Alors voilà. Oui. Merci Marilyn pour la présentation très intéressante. J'ai beaucoup aimé les résultats sur le lien de confiance avec les organismes communautaires. Tu as mentionné que la relation entre le gouvernement et les organismes communautaires s'était transformée pendant cet épisode de pandémie, où c'était une relation qui était plus partenariale plutôt que prestataire de services ou instrumentalisée parfois. J'aimerais avoir ton avis, peut-être des gens qui participent là, des différents organismes avec toi à ce projet-là. Est-ce que tu crois que ce changement de relation-là va perdurer dans le temps? Parce que, ouais, est-ce que tu vois qu'on va revenir à la relation pré-pandémie? En septembre, il y a eu un forum, le forum Co-Vivre à Montréal, qui a regroupé beaucoup d'organismes communautaires. Donc, effectivement, la place qu'ils ont pris, puis cette idée d'être considérés comme des partenaires, eux, ils voudraient vraiment le maintenir, ils voudraient vraiment maintenir ces liens, cette façon de faire. Maintenant, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas toujours je suis connectée avec le milieu communautaire, avec certains organismes. Ça dépend beaucoup. Des fois, vous savez, les vieux mécanismes reviennent au galop là, et se remettent en place. Alors, je ne pourrais pas dire, je ne sais pas si ça augure bien. Je sais qu'il y a vraiment une volonté de la part des organismes. Est-ce que dans les CIUS, c'était surtout au niveau des CIUS, peut-être qu'au niveau des CIUS, tout ce qui est organisé, les OC, comme on les appelle, eux c'est pas le problème en fait de laisser de la place aux organismes communautaires. C'est parfois quand ça remonte un petit peu plus haut dans. Je ne pourrais pas vraiment répondre. J'ai pas de réponse. Je voudrais, mais je ne sais pas. À suivre, ouais. On va se croiser les doigts pour les organismes. Si je peux rajouter, tu as parlé des limites là, en fait, du travail, je pense que c'est très bien. Et je me demandais, en fait, finalement, et tu parlais aussi des projets, d'autres projets, et je me demandais, est-ce qu'il y a une place de faire un travail quantitatif? Je sais que c'est la chose pour les autres, où tu dis, ben, là, la messe est dite, et puis il n'y a plus rien à découvrir avec d'autres types d'enquêtes ou d'études, en fait. Non, ben, il y a toujours de la place. On pourrait faire par exemple, une étude quanti, ce serait une étude populationnelle, c'est-à-dire qu'à partir de nos résultats de recherche, on pourrait développer un questionnaire, puis justement, on pourra aller mesurer parce que ce qui ressort aussi, et ce qui ressort aussi avec les personnes aînées, ce qu'ils disaient beaucoup, c'est, ben là, les personnes aînées, on est considéré comme un groupe homogène. Les gens, quand ils pensent aux personnes aînées, ils pensent au CHSLD. On n'est pas tous en CHSLD. On n'est pas tous non autonomes. Enfin, la plupart. Que ça, c'est un projet des RRC. J'en ai eu un autre aussi avec des personnes. J'ai fait des entretiens avec des personnes aînées de 70 ans et plus, donc pour un autre projet qui était financé par le CRSH. Là, l'analyse n'est pas encore. On est en train de la faire. Et puis, c'est des personnes qui ont des projets, qui vont en voyage, qui sont dans leur maison, qui sont tout à fait, qui conduisent encore. Alors, eux, là, le discours tenu par le gouvernement, ils trouvaient que ça les infantilisait, ils ne se reconnaissaient pas. Il y en a, ils ont dit, ben, du jour au lendemain, on disait que j'étais vieux, alors qu'ils ne se considéraient pas. Donc, c'était le message. Mais il m'envoie une image, mais cette image-là, ce n'est pas l'image que j'ai de moi, c'est cette image de personnes, de personnes aînées. Je ne me considère pas comme ça. Alors, toute cette nuance pourrait être mise par un projet quantitatif, admettons, puis si on voulait. Alors, c'est sûr qu'au niveau des personnes aînées, ce serait probablement faisable. Les communautés, tu sais, les questionnaires, les sondages populationnels, par exemple, avec les membres des communautés autochtones, c'est moins facile, c'est moins simple, je pense. Mais oui, il y aurait de la place pour sortir ces portraits-là et de bien nuancer, de dire voici, quand on parle des personnes aînées, voici un peu l'hétérogénéité, en fait, des personnes. Vous avez des questions?
Une dernière chance pour poser des questions en virtuel. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé au cours des Ouais. 5 dernières minutes, mais on a perdu le focus de. On te Ouais, je voit suis de comme fond flou. toute floutée. Ouais. Je sais pas Mais c'est pas grave, on est presque à la fin. Ah, voilà, c'est mieux. C'est presque. Ça y est, c'est beau. On te voit bien maintenant. je sais rien. OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non? Alors, ben écoute, Marilyn, au nom du comité exécutif de l'ACS et de notre comité scientifique, on te remercie énormément d'avoir accepté de faire cette présentation en mode hybride. Et alors, j'invite les participants qui auraient d'autres questions à s'adresser directement à toi au besoin, en espérant qu'il y aura de nouveaux partenariats établis pour faire une étude à devis mixte dans le futur avec nos collègues. C'est le sens de ma question. C'est ça, on a bien Si compris. vous êtes intéressé par la co-construction, faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Nos collègues qui travaillent avec les communautés autochtones, là, Mélanie Lemire, Christopher Fletcher, tu collabores peut-être déjà avec eux ou pas, mais c'est des approches qui les intéressent et avec lesquelles ils sont familiers aussi, là. Alors, bah, merci beaucoup. Bravo! Merci. Bonne fin de journée à tous. On va arrêter l'enregistrement. On va mettre des publicités. Oui, c'est ça.